On commence avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre, président des Cahiers Verts de l'économie. Alors, salut Stéphane. Démarrons avec ces midterms. En fait, j'ai une question sous-jacente. Tu vas me raconter, tu dis que c'est un coup de tonnerre. Quel qui a été le résultat? Donc, à un moment, là, c'était le tsunami rouge, le tsunami républicain, disaient les républicains. Donc, ce tsunami n'a pas eu lieu. Est-ce que ça aurait eu de toute façon des implications macroéconomiques? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, tu crois? Ah bien sûr. Une forte majorité républicaine à la Chambre et au Sénat? Ah oui, parce que ça bloque tous les projets de loi de finances. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un système semi-présidentiel, c'est-à-dire séparation stricte des pouvoirs entre le président et le Congrès, le Parlement, mais c'est un système aussi de séparation stricte entre les deux chambres, c'est-à-dire qu'il faut l'accord, c'est un bicamérisme égalitaire, comme on dit, il faut l'accord. Alors il y a quelques différences au niveau de la validation des nominations. C'est la réserve fédérale qui fait aujourd'hui la macro, c'est la réserve fédérale qui fait la politique économique aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec toi. Vas-y Jean-Pierre. S'il n'y avait pas eu les plans de relance budgétaires qui avaient été consentis par Trump puis Biden en 2020-2021, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Donc il y a quand même, il y a une influence budgétaire. Et puis sur le plan structurel, sur le plan des choix structurels, que ce soit dans le domaine énergétique, énergie renouvelable, transition climatique, infrastructure, etc., il faut l'accord du Congrès. Voilà. Et même sur la politique étrangère, on ne peut pas dire que Biden ait 100% du pouvoir. Sur les traités internationaux, il faut qu'ils soient ratifiés par le Sénat. Enfin, tu vois, c'est faux de dire. Donc, il y a trois pouvoirs, en fait. Il y a trois pouvoirs, sans parler de l'autorité judiciaire qui a beaucoup de pouvoirs, notamment la Cour suprême. Donc, parce qu'on en est là, à l'heure où on se parle, là, tous les deux, le siège de Géorgie prend une importance macroéconomique mondiale. Comme il en avait pris une importance lors des dernières élections en 2020. Parce que ce qui a fait pencher la balance, c'était la Géorgie. Parce qu'en Géorgie, il y a une règle de l'État fédéré qui impose, pour être élu, d'avoir les 50%. Et on ne les a pas, donc on recommence. Voilà, il y a il y a un candidat libertarien qui a 2% et qui vient effectivement... Ça fait partie du folklore. Ça fait partie du folklore et faire attendre. Et donc c'est important, et c'est un coup de tonnerre. Résistance des démocrates, c'est quand même ça le truc. Le tsunami rouge n'a pas eu lieu. Et ce d'autant qu'historiquement, que vous soyez démocrate ou que tu sois républicain, de toute façon, les midterms, c'est toujours une épreuve pour le président en place. En général, tu te plantes. Surtout quand tu n'es pas populaire. Et on ne peut pas dire que Biden soit une grande popularité. Non seulement à cause des défaillances de sa personnalité, mais à cause aussi de l'inflation. C'est pas de sa faute, mais enfin, on lui attribue... non, c'est pas de sa faute, non. Non, c'est pas... Ça fait rien. Quand tu regardes les sondages, dans les motifs d'insatisfaction, il y a l'inflation. Il y a l'inflation. Voilà, il y a l'inflation, il y a le fait que la croissance ralentit très fortement. Voilà, enfin, il y a plein de trucs. Il y a la criminalité, ça se passe pas très bien quand même. Enfin, bon, bref. Il y a l'idéologie woke, qui progresse dans les universités, etc., et qui mécontente beaucoup l'électorat de droite aux États-Unis. Enfin bon, bref, il y a des facteurs de polarisation anti-Biden, si je peux dire, et il avait un taux de popularité de 40%, donc c'est très faible. Voilà. Oui, mais tu sais ce que j'ai entendu un commentateur. En ce moment, il faut regarder un peu Fox News, et puis vous en avez des extraits. C'est vrai que c'est sympathique à regarder, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Voilà. Et il y a un gars qui dit, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de haine contre Biden. Il y avait de la haine contre Obama, il y avait de la haine contre les Clinton, il n'y a pas assez de haine contre Biden. Ils en sont là quand même. Il y a une espèce de fracture profonde du climat politique de ce pays, ils en sont là. Il y a une violence verbale assumée. Incroyable. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, il y a des menaces physiques, il y a eu des menaces même concrètes contre la speaker de la Chambre des représentants il n'y a pas longtemps. Nancy Pelosi, oui, son mari. Il y a apparemment, d'après ce qu'on lit, effectivement, il y a énormément. Puis il ne faut quand même pas oublier que c'est le pays où la détention d'armes individuelles est la plus élevée. Donc il y a de quoi craindre éventuellement, si les choses s'envenimaient, des violences. Alors là, pour le coup, physiques beaucoup plus importantes. Donc, puis on se rappelle comment s'est déroulée la dernière élection présidentielle avec l'invasion du Capitole. Enfin, ces trucs qu'on n'avait jamais vus dans l'histoire américaine. Justement, donc, voilà. C'est ça, moi, que je trouve très intéressant. Oui, dans qui le n'est peut-être pas assez signalé. Non, et dans le calme dans lequel se sont passées ces élections. Oui. On peut le dire. Je me souviens d'une vidéo un peu apocalyptique il y a 3 semaines d'Hillary Clinton disant « Ils sont prêts à voler les résultats. » Enfin, franchement, ça foutait la trouille. Et on sent qu'il y a quand même un pays qui se rend compte lui-même qui va peut-être un peu trop loin, quoi. Il y a deux choses, en fait. Il y a le bon score des démocrates. Alors franchement, compte tenu de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, compte tenu de l'histoire politique américaine devait se planter beaucoup plus massivement que cela. Et il y a le fait qu'au sein du Parti républicain, il y a la grande victoire de DeSantis.
en Floride, avec 59,5% des... Enfin, c'est pas une petite victoire. Et on sait que c'est le principal opposant au sein du Parti républicain, je dirais même l'opposant le plus crédible. Voilà. Et d'ailleurs, Trump a senti ça depuis longtemps. Il commence déjà à cogner dessus. Donc voilà. Et là, quel est... Enfin, sur la base des résultats qu'on a à notre disposition depuis ce matin, quel est l'enseignement ? Fondamentalement, que la radicalisation ne paye pas forcément toujours, même dans un pays fracturé pour d'autres raisons. Voilà. Et donc, ta remarque précédente, je crois, est assez juste. Et ça veut dire que les élections de 2024 sont plus ouvertes qu'on ne le pensait. À la fois pour le Congrès et surtout pour la présidence. Alors là, cette nuit, Biden a dit qu'il pensait y retourner. Ce qui nous amènera aux retraites, l'emploi des seniors, tout ça. Enfin, voilà. Ça veut dire que Mélenchon, pour le coup, Mélenchon se représente sans problème. Parce que si tu lui amènes Trump, tu lui amènes Lula et Biden, Mélenchon se représente en 2027. Et voire même en 2032. C'est impressionnant. Pourquoi pas? Why not? Non mais, t'as un vieillissement... franchement, de l'appareil politique dans un grand nombre de pays, assez impressionnant. Enfin bon, bref. Mais c'est lié aussi à l'augmentation de l'espérance de vie. Voilà l'enseignement principal, c'est que la prime ne va pas forcément à la radicalisation. Et de ce point de vue, c'est plutôt favorable, on va dire, globalement parlant. Voilà. Alors, j'entendais Ted Cruz, là, ce matin, donc le sénateur, du Texas, dire, en fait... C'est la radicalisation, parce que tu parlais de l'esprit woke, etc. Et il dit, en fait, c'est la radicalisation des démocrates. C'est-à-dire qu'il s'inscrivait en faux contre ce que tu viens de dire. Lui reste un soutien de Trump, tu comprends pas pourquoi, mais enfin bon, voilà. Et il disait, en fait, si, bien au contraire, c'est bien la radicalisation des démocrates qui a mobilisé leur électorat et qui a fait qu'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une forte participation aussi. Des jeunes, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Des jeunes. Une bonne journée pour la démocratie, a dit Joe Biden. Voilà, donc c'est juste Ceci étant, je suis d'accord avec l'idée on ne le mentionne pas suffisamment en Europe, parce qu'on a plutôt tendance à se focaliser sur la radicalisation de la droite, les Trumpistes, les formations extrémistes, Qanon, les complotistes, enfin bref, toute une nébuleuse plutôt de droite, voire parfois xénophobe, raciste, etc. Mais on a tort de négliger la radicalisation d'une partie de la gauche. Alors elle est moins présente au centre politique à Washington DC, mais elle est très présente dans le monde universitaire, dans le monde intellectuel, et dans le monde médiatique. Et elle aboutit à des effets pervers considérables. Bon, qu'est-ce que ça nous donne en macro? Qu'est-ce que ça nous donne par rapport à la politique de la Fed? Qu'est-ce que ça nous donne sur ce qu'on peut attendre des mois qui viennent en ce qui concerne les taux d'intérêt, la conjoncture américaine, enfin bref, ce qui quand même gouverne beaucoup l'économie de la planète. Non, je pense que l'enjeu principal de cette élection, c'était pas tellement sur la macro, à part que, effectivement, le marché a mal réagi hier parce que si ça avait été les Républicains qui étaient entrés massivement, il n'y avait plus aucune velléité de relance budgétaire. Donc, ce qui veut dire que pour la Réserve fédérale, il y avait un peu moins de perspectives de relèvement de taux. Et donc, les taux longs auraient commencé un petit peu à baisser. Donc, si pour les valeurs de croissance, le Nasdaq, etc., c'était plutôt favorable. Et hier, manque de bol, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc, pour les taux d'intérêt, c'est un petit peu négatif. Et donc, pour le marché action aussi, enfin, pour l'essentiel du marché action. Sinon, non, aussi paradoxal que cela puisse paraître, moi, je pense que l'une des clés les plus importantes de ces midterms, parce que ça concerne la droite, mais ça concerne aussi la gauche, c'est l'Ukraine. Parce qu'il y a un point très important qui n'est pas suffisamment soulevé en Europe, à mon avis, c'est qu'il y a une opposition croissante à une aide massive et sans condition à l'Ukraine. Sachant que ça commence à représenter des sommes, enfin, jusqu'à présent, en termes de vote, si j'ai bien compris, l'ensemble, on est à 60 milliards, c'est quand même pas totalement négligeable pour un pays qui est quand même extrêmement loin, pays de 46 millions d'habitants. Alors certes, il y a une communauté ukrainienne aux États-Unis. Non, mais c'est pas le sujet. On se rend bien compte que c'est pas le sujet. Archi-minoritaire. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc, sur un sujet complètement européen, alors que quand même, les Américains se replient plutôt. Je parle de l'opinion publique, je parle même pas des politiques. Et donc, alors, il y a une opposition au sein de la droite, ça c'est clair. Et celui qui va devenir le speaker, si jamais les Républicains l'emportent, parce que à l'heure où on parle, on ne sait même pas, à la Chambre des représentants, mais disons qu'il y a une probabilité un peu plus forte pour qu'il l'emporte. Il s'appelle McCarthy d'ailleurs. C'est intéressant. Parce que, du point de vue historique, il y a une soixantaine d'années, c'était plutôt, il était membre du Parti républicain également. Et il a dit d'ailleurs qu'il fallait absolument pas donner un chèque en blanc aux Ukrainiens.
Et il y a une partie de la gauche, la partie la plus à gauche du Parti démocrate aussi, qui a envoyé un texte à Joe Biden pour dire ça suffit quand même l'aide, il faudrait plutôt maintenant participer à l'effort de paix. Donc en gros, ça veut dire quoi? Demander à Zelensky de se calmer, de cesser un petit peu son sentiment de... C'est vrai, on comprend, il est galvanisé par ses victoires depuis la contre-offensive. Enfin, il est galvanisé par ses victoires. Il a une armée d'occupation, il veut la foutre dehors. Enfin, n'importe quel dirigeant de n'importe quel État ferait pareil, non? Enfin, non, mais d'accord, mais du point de vue de l'intérêt américain. Oui. Mais là Jean-Pierre, ouais. t'es dans la grande tradition isolationniste républicaine et démocrate rouseveltienne, disant les guerres d'Europe, nous entraînerons nous-mêmes dans la guerre, on n'a pas le choix. Voilà, c'est... Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de la gauche aussi... Alors, l'idée, parce que en Europe, enfin en Occident, on a souvent tendance à se poser la question de savoir qu'est-ce qui va réguler Poutine. C'est qui va... C'est pas les oligarques, c'est pas l'armée, c'est pas l'opinion publique, il y en a pas, c'est pas la presse, c'est pas les médias, donc il peut faire n'importe quoi. La défaite va réguler Poutine. Ah oui, mais la défaite, tu sais très bien qu'à ce moment-là, il y a un risque de fuite en avant et tu risques d'aller vers les... pas sûr, mais enfin tu prends un risque en tout cas. En tout cas, un risque majeur tout ce que tu lis des déclarations russes depuis, allez, on va dire 15 jours, notamment sur l'arme atomique, puisque c'est à ça que tu penses, est quand même une désescalade assez massive et un retour aux fondamentaux de l'utilisation de l'arme atomique par la Russie, enfin tel qu'on avait pu le comprendre dans la doctrine soviétique. Là, tu as l'évacuation de Kherson. Je ne sais pas. Kherson est en Ukraine, il n'y a pas de problème. Mais tu sais que dans la doctrine militaire russe, si tu t'attaques au territoire russe, même avec des armes conventionnelles, tu peux utiliser les armes nucléaires. Et le problème, c'est les territoires annexés. Oui, mais c'est là-dessus que les dernières déclarations... Enfin bref, on va pas là. C'est là-dessus que les dernières déclarations de l'état-major russe sont quand même plutôt rassurantes. Voilà. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Non, le seul sujet, c'est la Crimée, finalement. Voilà. Le seul sujet, c'est la Crimée. Et là, effectivement, peut-être qu'il y aura une pression sur Zelensky. OK, on te rend tes territoires autour du Dniepr, mais tu laisses tranquille la Crimée. Mais ce sera très, très compliqué. Mais c'est l'accord auquel, on l'a peut-être déjà oublié, mais auquel on était parvenu au mois de mars. Oui. Les pourparlers d'Istanbul, dans lesquels il y avait effectivement une garantie de sécurité sur l'Ukraine, inviolabilité des frontières garantie par un texte international, bon, voilà. Mais d'autre part, non-adhésion à l'OTAN et sanctuarisation de la Crimée dans la Fédération de Russie. Donc c'est peut-être vers ça qu'on va. De l'autre côté, peut-être la bonne nouvelle, entre guillemets, bonne nouvelle du point de vue de l'économie. Je veux dire, au niveau des droits de l'homme, au niveau du droit international, c'est pas génial, mais on pourra considérer ça quand même dans l'opinion publique mondiale comme une défaite quand même majeure de Poutine. Ouais, y compris en Chine et y compris en Inde. On n'y est pas. Alors justement, parlons-en la Chine. Le sacre de Xi, comment est-ce que tu vois ça? Tiens, Laurence Daziano, d'ailleurs, experte de la question, sera avec nous bientôt. Je me souviens, avant donc ce congrès du Parti communiste, elle disait qu'il va falloir faire très attention, et elle prévoyait quand même que le pouvoir de Xi soit un peu encadré. Résultat des courses, ça n'a pas du tout été le cas. Enfin, en tout cas, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut conclure. Donc, comment est-ce que le pouvoir de Xi va être encadré non pas par les hommes, il est encadré par l'environnement en général. D'accord, mais en ce qui concerne les hommes... On verra, parce qu'il y a des hommes qui vont se révéler. Xi Jinping, c'est pas un jeune perdreau qui sort de l'école, hein, il a 69 ans, donc il va falloir qu'il pense aussi à ses successeurs. Donc les gens vont émerger au sein de cette nouvelle direction, de la partie permanente du bureau politique, les 7 membres là. Donc il y a probablement des successeurs potentiels, et ça on va voir, ils vont se révéler. Alors aujourd'hui ils peuvent pas se révéler en opposition à Xi Jinping, c'est impossible, mais c'est les circonstances, parce que les problèmes de la Chine sont nombreux pour les prochaines années. C'est l'environnement, c'est la productivité qui baisse, c'est la purge de l'immobilier qui n'est pas terminée, et c'est même les problèmes sanitaires. Enfin bon, bref, au maximum, sur les prochaines années, tu peux espérer 4% de croissance. Il y a un problème démographique aussi. Enfin, je pourrais déblatérer là-dessus pendant des heures. Il y a quand même c'est ça. Et puis c'est la résistance internationale aussi à une forme de renaissance impériale un petit peu. Bien sûr. En mer de Chine, etc. Même si la tradition historique chinoise n'est pas celle
fort impérialisme. On pourrait même dire que c'est plutôt l'inverse, historiquement, mais enfin bon, peu importe. Et donc, il y a une résistance. Il y a une résistance au Japon, en Corée, en Inde et même aux États-Unis. Donc, voilà. Et l'alliance avec la Russie, moi, j'y crois pas. Enfin, franchement, la Russie, c'est un nain pour lui. En plus, c'est un nain extrêmement... Un nain turbulent. Turbulent et peu performant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, en plus, ça l'intéresse pas. Et surtout, quand il se met à partir dans une fuite en avant verbale sur l'arme nucléaire, etc., ça n'intéresse absolument pas la Chine. Donc, bon, voilà. mais ça veut dire que c'est un moteur au ralenti, durablement au ralenti pour l'économie mondiale, ça, Jean-Pierre. Ah bah, de toute façon, en termes de contribution à la croissance mondiale, alors sachant que le poids de la Chine est plus important qu'avant, qui est plus important qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans, etc. Mais la croissance de la Chine va être de l'ordre de 4% sur les prochaines années, à peu près en rythme de croisière. Donc ce ne sera plus les 10,5 qu'on a eu entre... 1979 et le début des années 2010. On a eu 10,5. C'est extraordinaire, personne n'aurait prévu ça, etc. Pendant 30 ans. Déjà, c'est moins sur la décennie 2010, mais là, on se dirige plutôt vers 4. Donc, c'est beaucoup plus faible. Alors, les relais de croissance, ils sont où dans le monde? Ils sont en Afrique et en Inde. Voilà. Les relais de croissance nouveaux. En partant d'un PIB plus faible. Ce qui veut dire qu'en termes de contribution pour... exactement, préciser ce que je disais tout à l'heure, quand l'Inde fait 6 et la Chine fait 4, ça veut dire quand même que la Chine contribue plus à la croissance que l'Inde, pour dire les choses clairement. Parce que le PIB par habitant de l'Inde, c'est quand même qu'un tiers du PIB par habitant chinois. Donc, mais ça veut dire... À ce point-là, aujourd'hui oui, bien sûr. Ils sont loin derrière. Ils sont loin. Il n'y a pas conscience d'un tel écart. Oui. Un gros tiers. J'ai pas regardé les données en parité de pouvoir d'achat de la Banque mondiale là, de 2021, mais c'est à peu près ça. Ah oui, ils sont loin. Et l'Afrique, que dire de l'Afrique? Sachant que de l'Afrique, il y a 54 pays africains, il y a 54 histoires différentes, mais les gros pôles de croissance ne peuvent venir, à ma connaissance, que de là. Je dis souvent, je suis journaliste depuis 40 ans, ça fait 40 ans que j'entends, ça y est, c'est la décennie de l'Afrique. Ah oui, ça n'est jamais la décennie de l'Afrique. Il y a une espèce de malédiction permanente qui pèse sur ce continent. Bref. Ouais. Non, je voulais qu'on dise un mot de l'Union européenne quand même, de tes chers amis allemands, parce qu'il y a un drôle de climat depuis 15 jours. Autour du couple franco-allemand, autour du plan à 200 milliards, autour de Scholz qui va tout seul en Chine, etc. Comment est-ce que Le couple franco-allemand, ça n'existe pas de toute façon. Ouais, c'est Bruno Le Maire qui a dit ça d'ailleurs dans un assaut de lucidité, dans une interview aux Échos la semaine dernière. C'est bien qu'il l'ait reconnu, mais je crois qu'on a eu pas mal de conversations au cours des dernières années, je te l'ai dit déjà à de nombreuses reprises. Ou alors c'est un couple... passablement entamé. C'est un couple qui fait plus chambre commune, qui reste pour les enfants. Qui reste pour les enfants, qui s'emmerde, en fait, fondamentalement. Qui a plus beaucoup de projets, quoi, en fait. Je voudrais pas que nos auditeurs se sentent visés par cette... fondamentalement, ça n'existe pas, le couple franco-allemand. D'ailleurs, il n'existe qu'en France, dans le discours. En Allemagne, il n'existe pas. Ça ne veut rien dire, le couple franco-allemand. Il y a des alliances de circonstances. Bon, il y a une dynamique parce que c'est deux grandes puissances quand même économiques. Et la France, c'est une grande puissance politique et militaire. Donc ça, c'est... Mais il n'y a pas de... Alors là, Scholz, le pauvre, il arrive au pouvoir et là, il essaye de racler les fonds de tiroir. Il va en Afrique pour trouver du gaz. Il va en Chine. Mais je trouve pas... Si tu veux, son voyage en Chine, je critique pas trop, quoi, tu vois. Je critique pas trop parce qu'il faut maintenir le dialogue avec Xi Jinping. Ce que je regrette, c'est effectivement, ça aurait été pas mal d'y aller avec Macron. Mais il faut maintenir le dialogue. Ce qui est bizarre, c'est un chiffre que j'ai donné la semaine dernière qui m'a surpris, je l'ai appris, moi, c'est 40% des Volkswagen au premier trimestre ont été vendus en Chine. 40% des ventes du deuxième constructeur mondial aujourd'hui se font en Chine. Et il n'y a aucun désinvestissement des grands industriels allemands vis-à-vis de la Chine. Ouais, ça, mais si le réveil sonne... comme il a sonné pour nos investissements en Russie, bien sûr, mais ça va être un bain de sang. C'est pour ça que, si je puis me permettre, je reviens sur le thème précédent de la Chine. On me dit souvent la Chine va se fermer définitivement. Ouais. Mais elle n'a pas les moyens de se fermer. Les exportations vers les CDE, tu sais, c'est combien du PIB? C'est 9% du PIB. Les flux d'investissement direct, alors là, tu as tout à fait raison, ont explosé, entrant et sortant. Ouais. Elle a je ne sais plus combien de milliers de milliards de dollars en réserve de change. S'il lui arrive la même chose que la Russie, elle va avoir des problèmes. Et tu crois qu'elle a les moyens de se priver des technologies américaines
C'est absolument impossible. Elle va d'ailleurs subir une pression, que ce soit Biden ou Trump, de toute façon, elle va subir une pression. Donc il y a du boulot à faire, mais elle ne peut pas se couper de ça. Donc ça, c'est illusoire de penser de croire à la grande retour de la guerre froide, la grande compartimentation du monde, fragmentation du monde extrême, quoi, comme on avait durant la guerre froide. J'y crois pas un instant à ce truc-là. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on va en parler. Xi Jinping, ça reste un pragmatique. Voilà. Ça reste un pragmatique. Bon. Alors, attends, juste dernier mot sur Xi Jinping, parce que c'est très important. C'était une bonne conclusion, ça, hein, la fragmentation du monde, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Alors, vas-y, on la voit pas. Un mot sur Xi Jinping. Xi Jinping, il a raison. Moi, j'approuve Xi Jinping sur la prospérité commune. Aucun développement n'est possible, surtout avec les classes moyennes, si tu généralises les bulles immobilières. Aucun développement n'est possible pour les classes moyennes si tu exploses les coûts de l'éducation secondaire. Si tu développes pas la santé, la protection. Et regarde le 20e congrès, au lieu Mais qui dit le contraire de ça, Jean-Pierre? Non, parce qu'on critique beaucoup Xi Jinping. Bah oui, on le critique pour foutre en tôle l'ensemble des opposants alors, je vais te dire un truc. divers et variés, et pour la politique du zéro Covid, mais ça doit être l'enfer. L'enfer sur Terre. Ok, ça on peut critiquer. Mais attention quand même, hein, la Chine n'a jamais été démocratique. Quand il y a eu la révolution du Kuomintang en 1911 avec Sun Yat-sen, c'était les seuls velléités, en plus c'était pas parfait, de démocratie. La Chine, Deng Xiaoping, qui était une superstar, n'était pas un démocrate. C'est lui qui a réprimé Tiananmen. Donc prenons un petit peu de recul. Malgré tout, Xi Jinping, c'est beaucoup mieux que Mao, même au plan politique. Je ne parle même pas au niveau économique. Non, mais je voudrais dire un dernier mot sur la tech. La tech, il régule la tech, pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de retrouver les GAFAM chinois, si tu veux. Clair. Ah bah oui, mais on le critique là-dessus. Et alors, les mecs qui mettent en tôle. Alors, il fallait voir le niveau de corruption avec Hu Jintao. Non, mais tu penses, oui, non, mais il était au-delà. Et puis t'as les Ouïghours, et puis t'as... Enfin bon, bref. Oui, voilà. Mais les Ouïghours, c'est pas... le Tibet, et puis t'as... Non, c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Ah bah c'est pas nous. Ah, je suis désolé, mais le Tibet, alors là, ça fait des années que mais bon, j'en entends parler. Non mais on cogne sur Xi Jinping comme si c'était un dictateur, etc., sans aucun recul historique et sans aucune perspective de moyen terme. Il n'y a pas que des inconvénients chez Xi Jinping. Voilà. Et puis en plus, il prend la situation telle qu'elle est. Hein. Voilà. Merci Jean-Pierre. Je vous en prie. Jean-Pierre Petit. On continue Bismart.